Pour être tout à fait exact, Ouais. je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Où j'ai connu Georges? C'est une excellente question. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu particulier. Cet épisode hors série fait suite à celui consacré au diagnostic et à celui traitant des relations entre personnes autistes et leurs soignants ou soignantes. Si les épisodes classiques sont construits autour des paroles de protagonistes que vous commencez maintenant à connaître, nous voulions aussi donner à entendre d'autres voix. Aujourd'hui, on va prendre le temps de s'arrêter sur une trajectoire particulière, une trajectoire singulière. Car on le répète, il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Aujourd'hui, on va parler d'Hugo. Pas seulement en parler en réalité, nous aurons aussi la chance de l'écouter. Un jour, au Centre Ressources Autisme de Lyon-Bron, Nathalie Twill, neuropsychologue, m'a dit, comme ça, en passant, tu devrais peut-être aller écouter Hugo et son histoire. Alors, je me suis intéressé à Hugo. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années et ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est son histoire, sans plus de commentaires. Quelques précisions toutefois en amont. Vous allez entendre les témoignages de Bertrande, sa maman, et ensuite celui d'Hugo. J'ai rencontré Bertrande sur son lieu de travail. Elle est ingénieure hospitalier. À un moment de l'entretien, Bertrande parle de MDR. Il s'agit d'une technique thérapeutique basée sur les mouvements oculaires dédiés au traitement des traumatismes psychologiques. Par ailleurs, elle évoque les IME par lesquels Hugo est passé et un ESAT qu'il emploie actuellement. Une IME est un institut médico-éducatif, tandis qu'un ESAT est un établissement service d'aide par le travail. Sachez enfin que suite au diagnostic d'autisme d'Hugo, son père a été diagnostiqué lui aussi autiste. Bonne écoute. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler d'Hugo, votre fils, qui a maintenant 25 ans, c'est ça ? 24. 24 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Hugo et ce qui s'est passé pour lui depuis qu'il est tout petit ? Alors Hugo, quand il était tout petit, rencontrait déjà tout bébé des problèmes de santé puisqu'il faisait des bronchiolites à répétition. Et on a très vite testé Hugo pour voir s'il était atteint de mucoviscidose parce qu'on pensait qu'il était atteint de ce mal-là. Et il n'en était rien. Mais par contre, à l'âge de 18 mois, Hugo s'est arrêté de parler. On a noté un repli sur lui-même. Donc il nous a inquiétés quand même. Il avait une petite sœur, ils ont 13 mois d'écart. Donc on mettait ça sur le compte effectivement de la petite sœur qui venait d'arriver. Mais quand on est parents, on se rend compte que ça allait au-delà de ça, c'était beaucoup plus profond. Et ce trouble nous a beaucoup inquiétés. Du coup, on s'est mis à consulter de façon assez compulsive chez un psychologue qui nous a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'on était des parents très très inquiets. Donc, et puis après, on est allé voir un pédopsychiatre renommé qui, dans un langage très technicien, nous a dit que ça allait bien se passer, mais s'il ne reparlait pas avant l'âge de 5 ans, il y aurait des séquelles irréversibles. Donc forcément, là, le compte à rebours s'est mis en route. Et on s'est dit, il faut accélérer la démarche, il faut trouver des interlocuteurs, des experts métiers qui nous expliquent ce qui arrive à notre fils, parce que c'était insupportable pour des parents que de ne pas savoir. Il avait 2 ans à l'époque, hein ? Il avait 2 ans, oui. Donc sans diagnostic, ne pas savoir ce qu'il avait, en sachant que qu'est-ce qu'on va faire de lui. Donc du coup, on a appris comme ça, par quelqu'un, que l'hôpital de Saint-Cyr faisait des demi-journées d'observation. Donc nous y sommes allés. Et lors de cette journée d'observation, un psychiatre a demandé à Hugo s'il avait eu peur de se voir mourir. Peut-être parce que j'avais raconté des épisodes de bronchiolite, etc. Et Hugo a répondu oui. Donc le point de départ, le point d'entrée, c'est ça. C'est la terreur, finalement, la peur qu'il a eu de se voir mourir, qui lui aurait provoqué un blocage psychologique, une régression. Ça a été le point d'entrée pour les médecins ? C'était le point de départ. Le point de départ, le diagnostic des médecins, ça a été ça. Donc ils ont parlé de psychose infantile, c'est ça le terme.
Donc, du coup, nous, comme on avait... Hugo avait sa petite sœur avec 13 mois d'écart et fréquentait la même école maternelle, on sentait que c'était douloureux quand même pour la petite sœur. Donc, très très vite, on avait mis en place... Alors, là, pour le coup, une excellente prise en charge où le médecin psychiatre, il y avait un carnet de liaison avec l'école et l'école essayait de s'adapter, d'avoir une prise en charge adaptée. Ça, j'ai trouvé cette liaison, cette interaction hôpital-école très très bien faite. Mais c'était quand même beaucoup trop douloureux, et pour ma fille et pour mon fils aîné qui était en école primaire dans un petit village, ça devenait très très compliqué. Et on sentait que de toute façon... nous, on n'était pas pour l'inclusion dans le milieu ordinaire à tout prix si ce n'était pas adapté pour lui. Donc si son environnement, son écosystème devait être une unité spécialisée, il fallait y aller. Il y a eu des retours spéciaux de la part de l'équipe éducative ou pas du tout? Non, pas spéciaux. Non, c'était... Pour eux, on aurait pu continuer, on aurait pu certainement continuer dans l'école maternelle, mais finalement, on rendait tout le monde malheureux parce que... Hugo, maintenant qu'on sait qu'il était autiste au potentiel, il entendait les ricanements, les moqueries, etc. Donc je pense qu'il percevait des choses. Et du coup, il devenait un peu hyperactif quand même, Hugo. Il devenait un peu méchant, etc. Donc du coup, il avait un comportement encore plus inadapté. Et, parce qu'il était sur la défensive. Et puis sa petite sœur défendait son petit frère, mais... Enfin voilà, ça commençait il y avait des dégâts collatéraux au niveau de la cellule familiale. Moi, je commençais à me sentir un peu impuissante. Donc l'idée, ça a été de sortir Hugo de cet écosystème qui n'était plus adapté. Donc il était en hôpital de jour à Saint-Cyr. Et après, au bout de 2 ans, effectivement, ça a été l'intégration dans un IME où on n'a pas vu les signes, etc. Mais Hugo a été malheureux, il a été victime de maltraitance, il s'est fait taper et il a parlé de la mort. Un matin, il m'a parlé de la mort en me disant si j'allais me recueillir sur sa tombe, parce qu'en fait, c'était la seule solution qui s'offrait à ses yeux pour se sortir de cet enfer. Donc en fait, ni le corps médical, éducatif, et ni nous, les parents, on a vu quoi que ce soit. En plus, il était dans un IME qui avait à l'époque un double agrément ITEP-IME. Donc des enfants du trouble du comportement associés avec des enfants qui étaient déficients intellectuels. Donc des enfants vulnérables avec des enfants caractériels. Donc vous imaginez un peu, si je reprends le contexte, dans un centre qui allait fermer, donc avec des revendications de professionnels salariales et peur pour leur emploi, donc pas du tout, je dirais, sans aucune méchanceté, mais pas du tout centré sur l'enfant, en fait. C'était leur contexte de travail prenait le dessus. Et là, Hugo, avec quel âge? Alors, il est rentré, je dirais, de 6 ans à 12 ans. Et donc, moi, j'avais choisi un IME qui était à Saint-Vincent-de-Paul à Lyon, parce que je me disais que bien qu'Hugo soit handicapé, j'aimerais bien qu'il puisse se débrouiller dans la cité, avoir les codes, voilà, ne pas être un peu perdu dans sa campagne. Donc Hugo a pu avoir son dossier MDPH, il a pu rentrer à Saint-Vincent-de-Paul, où là, pendant 5-6 ans, il a eu une prise en charge d'une qualité exceptionnelle. C'est vrai. Où là, ils ont effectivement décelé chez lui des compétences et des capacités qu'on n'avait jamais soupçonnées chez lui, surtout dans un climat bienveillant, etc. Et la dernière année, on avait, puisque du coup j'étais présidente du CVS, moi j'étais toujours sensible aux passerelles entre deux écosystèmes, et on avait organisé un retour d'expérience avec des anciens de Saint-Vincent-de-Paul et avec des types de handicaps différents. D'accord. Et du coup, on avait invité, il y avait plein de parents qui étaient venus, parce que il faut savoir que quand nos enfants sont handicapés et jeunes, on a du mal à se projeter. On pense qu'ils ne pourra jamais prendre un bus, qu'ils ne pourra jamais se débrouiller, etc. Alors que là, ils les ont mis en situation d'autonomie. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, j'étais vraiment béate d'admiration pour leur travail et leur engagement. J'ai eu affaire, pour le coup, à des professionnels complètement engagés dans leur cause, etc. Et dans ce retour d'expérience, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, je me souviens d'un petit jeune qui disait que il avait passé quand même il avait réussi à passer un CAP, et
personne ne croyait qu'il en était capable. Et sa maman, elle a beaucoup pleuré. Alors déjà, ça fait rire tout le monde. Et après, il disait, puis j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai eu, ma maman, elle a beaucoup pleuré aussi. Et après, j'ai mon appartement et ma maman, elle a pleuré. Alors, tout le monde se marrait, mais en même temps, tous les parents disaient, c'est possible, en fait. C'est tellement énorme. Et chaque jeune qui faisait son retour d'expérience avec un handicap plus ou moins profond, renvoyer l'image qu'ils étaient autonomes dans leur vie, heureux dans leur vie, ils avaient une vie sociale, c'était la leur, et qu'ils étaient bien. Après tout ce travail. Après tout ce travail. Donc on était dans la continuité de Saint-Vincent de Paul, etc. Et donc du coup, après Saint-Vincent de Paul, Hugo devait intégrer l'Alged. Alors l'Alged, c'est une extraordinaire association, mais n'empêche que les critères d'éligibilité sont très très difficiles. Et à Saint-Vincent-de-Paul, ils ont ce qu'on appelle une unité passerelle, une unité où ils leur font faire des stages, etc. Et ils les préparent à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hugo, quand il a fait son stage à l'Alged, il faisait en même temps son stage en ESAT. Donc ça veut dire qu'il n'avait aucun moment de répit. Quel que soit le lieu où il était, il fallait qu'il soit en apprentissage, qu'il intègre des nouvelles notions et qu'il soit parfait. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte, tout ce que vous demandez à ces jeunes, il faut qu'ils soient parfaits pour vous, avec tous vos critères, en un mois. Il faut qu'ils soient parfaits à l'ESAT. Par contre, ils ont compris qu'il y a des enjeux forts de vie. Vous demandez beaucoup trop à ces gens-là. Et je me souviens qu'Hugo disait, mais prenez-moi, parce que moi j'adore la ville, j'adore la cité, je veux rester là. Mais en fait, il est supplié de le prendre, c'était pas gagné. Et je me souviens que Saint-Vincent de Paul leur avait dit, mais si vous ne prenez pas Hugo, je ne sais pas qui vous pourrez prendre, en fait. Donc, on avait même le forcing en leur disant, mais prenez-le. Et puis finalement, ils ont pris Hugo. Il y est depuis 2017, ça se passe très bien. Ils sont ravis de son comportement. Il est heureux. Alors, c'est vrai qu'il vit dans un appartement avec des gens qu'il n'a pas choisis. Ça, c'est quand même le gros sujet, parce que c'est pas toujours simple. L'idée, c'est quand même qu'il ait son studio, mais toujours avec une structure d'éducateurs qui sont autour et qui veillent. Ils sont dans le studio ou ils sont dans des studios Alors, il est dans un F5, Hugo, donc il a sa chambre, il partage des repas avec d'autres jeunes, etc., qui ne sont pas forcément autistes. Et du coup, les éducateurs viennent tous les soirs discuter avec eux, leur proposer des choses, etc. Et ça se passe vraiment très très bien. Donc Hugo n'est pas très sociable, puisque on se rend compte maintenant qu'on sait qu'il est autiste, qu'il fait tellement d'efforts la journée que le soir, d'ailleurs, il prend un bus où il évite d'être avec les gens des AT, parce qu'ils me disent, ils ont un comportement tellement décalé qu'ils me font honte, parce que finalement, ils sont repérés très vite. Voilà, donc lui, il veut se fondre dans la masse. Il a déjà conscience de la stigmatisation. Exactement, il a conscience de ça. Et donc, et quand il rentre à l'appartement, eh bien, il a besoin d'être dans sa bulle, de se poser. Mais c'est pas pour autant qu'il est malheureux. Mais il est bien. En 2017, Hugo, et vous, ses parents, ne savaient toujours pas qu'il était autiste. Non, parce qu'on l'a su très récemment, parce que nous, notre combat depuis quelques décennies maintenant, c'est la prise de poids constante d'Hugo. Et j'avais bien conscience qu'à un moment donné, son IMC allait être morbide et que dans quelques temps, Hugo va avoir des gros soucis de santé. Donc Hugo a déjà suivi des programmes d'éducation thérapeutique, mais dits standards, où Hugo a intégré toutes les notions théoriques, mais est bien incapable de les mettre en pratique, il ne les a pas intégrées. Et l'infirmière de l'Alged m'avait parlé d'un programme thérapeutique au Vinatier qui portait vraiment ses fruits, quelque chose qui était vraiment reconnu. Ah oui, donc ça a été la porte d'entrée. Et ça a été la porte d'entrée. C'était l'EMC d'Hugo, le Vinatier qui a accepté de le prendre dans le programme. Et à l'examen médical d'entrée, après 10 minutes de dialogue avec le médecin pose ouvertement la question « Hugo est autiste ». C'était une question ou une affirmation ? C'était une question. Hugo à moi. Hugo est donc autiste. Et je lui dis non. Elle me dit quand même, madame, ça me paraît bizarre ce que vous me dites, parce que pour moi, je vois un autiste. Et je dis, on ne nous en a jamais parlé. Donc je laisse Hugo poursuivre l'entretien médical. Et l'infirmière de l'Alged nous avait accompagnés pour ce premier rendez-vous. Et je lui fais part de la remarque du médecin. Et là, elle me dit, mais oui, bien sûr. Je lui dis, mais comment ça ? Et elle me dit, en lisant le dossier de l'usager d'Hugo, que je n'ai d'ailleurs jamais consulté,
Elle me dit, j'ai souvent vu autisme, point d'interrogation. Le dossier de l'usager, c'est ce qui suit l'usager. Voilà, c'est tout au long des différentes structures médico-sociales. Voilà. Et donc, des psychiatres s'étaient posé la question de l'autisme, mais personne n'avait pris ça en main en disant on va quand même en avoir le cœur net, parce que c'est peut-être le moment de réorienter Hugo. On comprend aujourd'hui que oui, il avait peut-être un profil autistique, mais on nous avait tellement dit qu'il y avait une déficience intellectuelle chez lui qu'on y croyait. En fait, moi, étant professionnelle de santé, je croyais ce qu'on me disait. Bien sûr. Vraiment, j'allais pas remettre en doute ça. Et en voyant ce dossier, à quel âge les premières suspicions, même si elles sont restées cachées à vous et à Hugo, ont été faites? Dès Saint-Cyr. C'est-à-dire? Dès la première 3-6 ans. 3-6 ans, ils se sont posé la question. Ils n'ont pas investigué. Ça a poursuivi en 6-12. Et en 12-18, ça a continué. D'accord. Mais jamais personne n'est allé dans la démarche, et si, puisqu'ils ont lu le dossier de l'usager, mais jamais personne n'a fait la démarche. Incroyable. Et donc, du coup, à partir du moment, bien sûr, où on nous a dit ça, j'ai voulu en avoir le cœur net, quoi, et on s'est dit, il faut qu'on sache s'il est autiste et quel spectre d'autisme c'est, si jamais il est. Bien sûr. Voilà, et donc, ça, c'était en novembre 2020. Et je me permets de poser la question. Du coup, le programme qu'Hugo devait intégrer pour gérer son IMC au Vinatier, c'était un programme entièrement dédié à la gestion de son poids. À la nutrition. Oui, à la perte de poids. Du coup, le personnel qui a posé cette question-là n'avait aucune spécialité en diagnostic. Et ça lui a simplement paru évident, au vu de l'entretien de 10 minutes avec Hugo et vous-même. C'est juste au décours d'un entretien classique. D'accord. Elle s'est dit, mais ce jeune homme est autiste. Incroyable. Alors, je ne sais pas, et pourtant, c'est un médecin généraliste qu'on avait vu, mais elle, en tous les cas, il y a des signes qu'elle a perçus, que personne n'avait perçus, mais au moins, elle s'était autorisée à poser la question. Bien sûr. Voilà. Et donc, suite à ça, on a fait, bien sûr, tout ce qu'il fallait, le dépistage, la prise en charge par le CRA, etc. Et nous avons eu le diagnostic la première quinzaine de juillet 2021. Et bien sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a averti le programme d'éducation thérapeutique en disant Hugo est autiste. Donc, ça modifie les choses. Ça modifie les choses dans la perception, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, on lutte pour qu'on puisse faire rentrer la cellule mobile d'autisme à l'ESAT pour qu'il fasse une étude de poste et explique à l'équipe ce qu'est un autisme, puisqu'il refuse effectivement l'intervention du médecin psychiatre du CRA. Donc on va passer par le médecin du travail, mais ce que je trouve déplorable, c'est qu'il faille lutter comme si c'était... c'est un droit en fait. C'est le droit que mon fils soit accompagné de façon décente et convenable par rapport à son trouble autistique. C'est juste ça, c'est qu'il ait la bonne qualité d'accompagnement. Et de ne pas... Parce que Hugo, des frustrations ou des incompréhensions... Je vous donne juste un exemple, mais pour vous dire à quel point l'autisme, c'est ça aussi. Il devait suivre une formation sur le chariot élévateur. Or, Hugo, tout ce qui est verticalité, il n'a jamais supporté. Mais il n'a jamais supporté. Et il a dit, mais moi, je ne suis pas à l'aise, j'ai les jambes qui tremblent dès que... Tu vas la faire quand même. Ok, donc, et on lui dit, tu m'attends là, je vais chercher, je t'appelle après quand la formation démarre. Sauf qu'elle a oublié Hugo. Mais Hugo, il est resté sur « tu m'attends là ». Il est resté 2h30. Elle a dit « mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais vous m'avez dit d'attendre. Mais enfin, tu peux pas. » Bon, voilà, elle s'est emportée alors que lui était resté sur la consigne qu'on lui avait donnée. Mais moi, je suis maman et je dis j'en ai marre qu'on maltraite mon fils parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donc ces gens-là, de toute façon, dans les ESAT, ils n'ont pas de formation spécifique. Apparemment, oui. C'est quand même incroyable. Ils sont censés accompagner des gens en difficulté dans le champ du handicap et ils n'ont même pas un minimum de formation. Donc c'est la sensibilité personnelle. C'est voilà, je vais faire attention, etc. La seule chose qu'ils ont pris en compte, c'est que quand j'ai alerté en disant attention, il est autiste. Il est autiste et Hugo adore avoir son portable avec lui, mais c'est pas pour autant qu'il sera dispersé. Donc ils ont compris que peut-être Hugo qui s'absentait toutes les 2 minutes pour aller aux toilettes, non, c'était pas pour aller aux toilettes et fuir le travail.
c'était qu'il avait besoin de ce répit-là parce que le bruit l'agressait. Donc il a pu mettre son casque sur les oreilles, donc il a pu se couper du monde, être un peu dans son cocon, et il est le plus productif de son unité. Depuis ce moment-là. Mais bien sûr. Il a fallu le diag. Bien sûr. Il était déjà productif, mais voilà, il a fallu le diag et que je les oriente un peu bien sûr. Sur effectivement le moyen qu'Hugo, et je dis attention, Hugo est sensible au bruit, il faut il a son écouteur sur les oreilles, s'il vous plaît, laissez-lui. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté, et ils se rendent compte aujourd'hui que c'est hyper productif. Ah, je comprends. Si on revient sur ce moment où ce médecin généraliste, Vinatier, pose cette suspicion d'autisme, comment vous réagissez? Comment vous prenez ce mot-là? Quelle conception vous aviez de cet univers-là au moment où on vous en parle? Alors moi, j'avais pas du tout une idée ou péjorative ou de peur à rien, parce que voilà, je connais un peu le champ de l'autisme, et je savais qu'il y avait un spectre qui était large, et j'étais presque contente. Je me dis, mais là, on va vraiment peut-être poser un vrai diagnostic, parce que depuis 22 ans, je n'ai pas de vrai diagnostic, en fait. Vous aviez la sensation qu'il y a un truc qui ne collait pas? Ah, mais toujours. Hugo était toujours atypique. Hugo était toujours un grand filou, par exemple. Il piquait dans le frigo, on avait mettre des trucs. Il arrivait toujours. Il est rusé, Hugo. Et même petit, il pouvait percevoir qui avait de l'empathie pour lui ou qui n'en avait pas. Donc d'emblée, il allait directement vers la personne. Mais c'est vrai que quand on a perdu l'usage de la parole, on développe d'autres sens. Et son sens de l'observation, c'était énorme. Il peut vous parler. Il a une culture générale. Il se nourrit de tout, etc. Alors bien sûr, il écrit très mal. Il est lecteur. Il est très bon lecteur aujourd'hui. D'accord. Alors qu'il a appris tout seul. Du coup, ouais. Il lit très bien aujourd'hui. Mais il a développé ses propres enseignements, ses propres méthodes d'enseignement. Incroyable. Donc, enseignement. Vous me parliez de mythologie tout à l'heure. Ouais, mais complètement. La mythologie, peut vous en parler pendant 4 heures. Et d'ailleurs, le docteur Huck lui a dit, il y a des lieux de rencontre pour les autistes. Alors, on n'en est pas encore à ce stade-là, on va le faire. Hein. Voilà, c'est ça. Et il lui a dit, vous pouvez tomber sur un autiste qui, pendant 5 heures, va vous parler de Star Wars. Il lui a dit, ça tombe bien, j'aime aussi Star Wars. Donc, et il adore, quand on va dans des festivals, il y avait la Japan Touch, oui. Et puis Hydrasil. C'est des mondes un peu... Il y a Harry Potter, il y a tous ces trucs-là, tous ces trucs un peu... Des univers riches. Des univers riches, voilà. Et bien... on y va parce qu'il adore ça. Pourtant, il y a du monde, mais il voit tellement d'images. Puis c'est des jeunes qui sont déguisés et tout, ça lui fait du bien. Et quand je vois des costumes où je ne comprends rien, il va m'expliquer que c'est en lien avec tel BD, tel numéro, machin. Donc, il vous refait l'histoire sans problème. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que ça a changé quand même la phase dans la famille. C'est-à-dire que mon fils et ma fille m'ont dit, mais c'est génial, quoi. Donc, on savait qu'il avait un truc... Mais il est autiste, maintenant on a un diagnostic et en plus il est au potentiel, il n'y a pas de déficience intellectuelle, c'est génial. Mais même chez Hugo, ça a tout changé. De se dire, je suis comme toi, comme moi, je ne suis pas entre guillemets, le débile de la famille qui ne comprend rien. Non, je comprends tout ce qui se passe. Et même dans son comportement, dans ses propos, la façon dont il s'exprime, etc., il sait finalement que ce qu'il va dire, il est audible. Voilà, il est à nouveau audible, il a sa place. Je n'ai pas les mots pour expliquer, mais ça a tout changé. Et... Vous l'avez perçu dans son comportement, dans ses liens avec ses frères et sœurs? Ah, mais complètement. Le lien avec ses frères et sœurs, déjà c'est génial. Ils sont tout le temps en train de s'appeler, parce que j'ai mon fils aîné qui vit au Brésil, à Rio, et ma fille qui vit à Montréal. Oula. Mais ils sont sur WhatsApp tout le temps en train de s'appeler. Et quand Pablo rentre sur Lyon, la première chose qu'il fait, c'est voir son frère, passer du temps avec lui... Et ils ont des liens très très forts, en fait, vraiment très très forts. Parce que c'est vrai que nous, notre objectif de vie, c'est que Hugo, il ait une structure qui compose sa deuxième famille, en fait, parce que je ne veux surtout pas que mon fils et ma fille se sentent obligés de prendre en charge mon fils. Nous, on vieillit, c'est normal. Mais ils ont beaucoup, beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est super. Donc, dès qu'Hugo, il a un souci... Alors, il est très bavard. Hein, il peut vous tenir la jambe pendant 4 heures. Ça, il faut savoir le cadrer. Mais il est très drôle, en fait. Donc,
Et ça il a se trouvé finit une bien. espèce de dignité aussi avec ce diagnostic-là. Complètement. Et maintenant, il me dit, je vais maigrir. Donc ça y est, maintenant, je pense que le fait d'avoir eu son diagnostic, de se dire, je peux faire quelque chose de mieux, je peux maintenant être en phase avec moi-même. Et puis, il se met à distance de son papa, puisqu'ils ne s'entendent pas trop, et ça lui génère du stress. Et finalement, quelque part, je lui accorde de ne pas être en lien avec son père, parce que deux autistes ensemble, finalement, ça ne peut pas matcher. Je comprends maintenant pourquoi ça ne matche pas. Mais Hugo est en train de... On parle d'autodétermination, mais c'est ça, quoi. Il reprend le pouvoir sur sa vie et il va certainement maigrir parce qu'il en a envie. Et puis, et du coup, il va retrouver une vie sociale qui lui manque pas plus autant, mais il a envie de trouver peut-être une communauté de pères un peu comme lui. C'est ça. Et puis, mine de rien, il est encore super jeune. C'est ça. Il a, rétrospectivement, alors c'est peut-être vous plus, un peu de colère par rapport à cette errance diagnostique ou pas, non, alors Hugo, non. La seule colère qu'il a, c'est l'incompréhension de son père par rapport à son vécu. Ça, pour lui, c'est toujours pas digéré. Sa maltraitance, qui est encore très prégnante dans son esprit de l'IME. Donc là, on est en train de réfléchir si on part dans un accompagnement assez long ou si on passe par le MDR, par exemple, où là, du coup, il pourrait en parler puis ça ne l'atteindrait plus. Donc on est en train de trouver un peu les stratégies. On ne veut pas précipiter les choses, en fait. Là, on s'occupe du corps. Et forcément, quand on va démarrer la cure qu'il va faire là, je vais enclencher après la prise en charge de diététique, coach sportif et le soutien psychologique. Ça va aller de pair. Mais voilà, on y va étape par étape. Mais je le trouve très résilient quand même. Moi, il m'épate en fait. C'est ça, c'est beau aussi. Ouais, franchement, il m'épate. En plus, c'est un être gentil, toujours très doux, très, très prévenant en fait. Il me demande alors, avec ses tocs de langage, hein, parce que ça va, tu vas bien. Il veut toujours savoir comment je vais, toujours peur de déranger. Si je te dérange, je te rappelle après. Enfin, oui, très. Puis, ouais, ses colocs, il leur offre des fleurs. Enfin. C'est génial. Ouais, c'est un gentil garçon. Ouais, c'est un gentil garçon. Ouais, vraiment. Ouais, c'est super. Donc du coup, voilà, je suis heureuse qu'il soit autiste, en fait. Je suis heureuse d'avoir ce diagnostic-là et de me dire que maintenant, finalement, on comprend comment il réagit. Donc on ne se bute pas. Oui. Enfin, parce que forcément, dans le couple, moi, j'étais la permissive. Et mon mari, le redresseur de tort, parce qu'en fait, il dit, ouais, tu comprends pas, il joue avec nous, il se fout de nous. Je lui dis, non, c'est plus profond que ça, ça le dépasse. Mais en tous les cas, il a été une victime du système, Hugo. Vraiment. Du système que vous avez qualifié en silo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun s'occupe de ses aspects, on ne voit pas la chose. Il n'y a pas la prise en charge. Moi, j'aurais adoré, à un moment donné... J'aurais bien aimé qu'à un moment donné, on puisse faire partie du staff pluridisciplinaire et qu'on puisse, nous, en parler et faire part de notre savoir et de nos envies, etc. Mais ça s'est jamais fait. C'était pas dans la culture, dans l'établissement. Ah oui, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de savoir expérientiel. En tout cas, tout celui que vous avez accumulé en tant que parent. Ouais. Comment vous le définiriez, ce savoir expérientiel et d'après vous, quelles sont ses limites aussi? Alors, le savoir expérientiel, il est... Alors, j'ai un savoir, non pas sur la qualité de prise en charge même d'Hugo, mais c'est sur son écosystème. Ouais. C'est-à-dire tous les ratés au niveau de l'accueil, les manques d'informations, les difficultés avec toutes ces administrations, avec des dossiers auxquels on ne comprend rien. Mais si vous ne tombez pas sur une assistante sociale compréhensive qui va vous aider, vous ramez comme c'est pas possible, et vous vous retrouvez dans une sémantique que vous ne maîtrisez pas, avec des gens qui vous regardent, mais elle ne comprend rien, mais non, c'est pas mon métier, c'est pas mon langage, donc il n'y a pas d'aide. Donc effectivement, moi je pense que
si je devais faire valoir mon savoir expérientiel, ça serait sur la coordination du parcours. C'est-à-dire qu'il y a du compagnonnage. La pérédance, c'est pas pour rien que ça a vu le jour, quoi. Et on pourrait très bien dire... c'est pour ça que j'avais organisé ce retour d'expérience pour faire donner de l'espoir aux parents en disant, aujourd'hui, au stade où vous en êtes, si je me remémore le stade où j'en étais moi, c'est-à-dire d'inquiétude en me disant mais qu'est-ce qui va lui arriver, je sais pas. Ils ont vu ce que pouvait devenir leur enfant et je pense que du coup ils ont fait confiance au système. Là vous évoquez le retour d'expérience à Saint-Vincent-de-Paul. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Quand on arrive et qu'on découvre, alors déjà c'est comme un patient qui est avant tout citoyen et tout à coup il a un statut de patient. Là, on a un enfant qui tout à coup a un statut d'handicapé. Donc on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas, avec des codes auxquels on n'est pas confronté, et notre parole n'est même pas recherchée, notre avis n'est même pas recherché. On est dans le process et on doit subir, on est dans le tunnel et on doit subir. Sauf qu'on voit des choses, on interagit avec un milieu, et ça serait peut-être bien qu'on puisse y apporter une pierre. Alors, forcément, il y a les CVS où on va parler de la qualité des repas, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet personnalisé, ça se travaille un peu en amont. D'expliquer à quoi ça sert, comment c'est fait, peut-être de se poser la question, votre fils, on le prend en charge depuis 3 mois, mais vous, comment allez-vous ? Que pensez-vous de la qualité de la prise en charge ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous avez du répit ? Est-ce que vous reprenez le dessus ? Se soucier quand même de nous qui, une fois que l'enfant n'est pas pris en charge dans l'institution, on prend le relais. Et si on veut que la stratégie soit gagnante, il faut que tout le monde aille bien. Mais ça n'a jamais été pris en compte. Aujourd'hui encore, vous voyez, mon fils autiste, personne ne me pose la question « Comment vas-tu ?» Personne ne se soucie de comment moi j'ai pu intégrer ce nouveau diagnostic et comment je me reconstruis avec. Personne. Et ça, c'est pas normal, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi, je pense que je suis assez résiliente, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont complètement craqué. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui est terrible, et c'est pas normal. C'est pas normal, parce que si c'est pour mieux prendre en charge Hugo, pour que moi j'aille mal après, c'est ça. Je veux dire, vous déséquilibrez... Mais oui, ils ne considèrent pas la famille comme un écosystème qui doit encore retrouver une stabilité après ce changement lié au diagnostic aussi, parce que ça provoque des mouvements de plaques, certainement. Mais complètement, parce que entre les gens. D'abord, ça réinitialise votre quotidien. Oui. Et vous voyez son passé aussi. Vous avez revu la vie d'Hugo au prisme. Mais complètement. Et puis vous vous dites aujourd'hui, eh bien, les exigences que j'avais vis-à-vis d'Hugo, je dois n'ont pas lieu d'être, puisque je ne peux pas exiger ça de lui, ne peut pas les intégrer. Mais donc il faut que je parte sur autre chose. Mais par contre, personne ne m'explique ça pourrait être ça finalement. Oui, c'est ça. Moi j'ai besoin d'un échange. Je dis mais maintenant, mon attitude pour ma vie avec aujourd'hui, je suis en train de construire un nouveau référentiel de compétences pour travailler avec mon fils, pour vivre avec mon fils, mais je suis toute seule à le construire en fait. Oui, on n'a pas de carte. Et là, il y a un vrai souci, quoi, parce que peut-être que je vais encore me planter. Ouais, voilà, c'est un peu anxiogène. Quelle serait la part dans votre vie qu'occupe Hugo maintenant ? Alors, Hugo, je dirais maintenant un tiers. D'accord. Parce qu'il s'autonomise. Parce que j'ai la chance qu'il a intégré une association où il travaille beaucoup sur l'autonomie. Je dis un tiers parce que maintenant que je sais que sa solitude, il ne la subit pas, mais il en a besoin. Parce que ça, j'étais beaucoup dans la culpabilité. C'est vrai. Il n'a pas d'amis, qu'est-ce que je fais ? Allez, tous les samedis, on va se faire un ciné, on va se faire un musée, on va se faire un truc, mais je suis là. En fait, pour que je m'entende dire, mais en fait, là, je suis fatiguée, maman, j'ai... En fait, l'hyperactivité, comme s'il me disait, l'hyperactivité de ma mère, j'en peux plus.
Mais moi, je faisais ça parce que je culpabilisais. C'était ça. Et ça m'a par contre, ça m'a levé d'un poids. Parce que moi aussi, je suis fatiguée, je travaille toute la semaine. Mais en plus, le samedi, il fallait que je réagisse, faire un truc pour lui. Parce que j'ai l'impression que sinon, il était tout seul, il était malheureux. Il n'est pas du tout malheureux, mon fils. Il va bien. Il me le dit, je vais bien, je suis heureux, etc. Mais du coup, moi, je peux reprendre ma vie en main. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Finalement, il reprend sa juste place. Il fait partie d'un de mes 3 enfants. Ouais. Voilà. J'ai du souci pour chacun d'entre eux. Oui, mais il n'en a pas plus qu'un autre, etc. Maintenant, je sais qu'on a le bon diagnostic, on a des projets pour sa prise en charge nutritionnelle, ça va bien se passer, j'ai confiance parce que je vais mettre tout en œuvre pour qu'il soit bien. Et il va vivre sa vie de façon autonome, et puis il m'appellera comme tous ses frères, et son frère et sa sœur, une fois par semaine, ou quand ils en auront envie. Mais on s'aimera toujours autant. Voilà. Mais j'aurai pas ce focus tout le temps, Hugo. Voilà. Parce que c'était pas ça non plus. Ouais. Avant de terminer, je voudrais vous demander comment vous recevez le mot de handicap aujourd'hui, après tout ce parcours énorme, compliqué, douloureux. Comment ça résonne, ce mot de handicap pour vous? Alors moi, je fais partie d'une association qui a un slogan qui dit qui est « Faire de handicap une force ». Et c'est ça. Le handicap, pour moi, je l'associe à la résilience et à la force, en fait. Est-ce que, pour terminer cet entretien, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec les gens qui seront à l'écoute? Oui, alors moi, je veux dire que, d'abord, il faut croire en soi, parce que je trouve qu'en tant que parent, on a un 6e sens. On a quand même une alerte qui te dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut pas avoir peur de dire les choses. Et si on a un soignant qui nous prend de haut parce qu'on ne nous comprend pas, c'est pas grave, il faut aller voir le second soignant. Mais il y arrivera un jour où il y a quelqu'un qui aura une écoute, parce que on n'est pas des parents surprotecteurs ou un peu presque psy, parce que c'est comme ça qu'on a été considérés, un peu psy, elle en fait des tonnes, etc. Non, c'est juste que je vis avec mon enfant, je suis à l'écoute de mon enfant et je sais que c'est pas la bonne prise en charge qu'il a en ce moment et je vais me battre pour qu'il soit entendu. Mais pour pas nous épuiser, il faut quand même que les professionnels entendent. Il faut qu'on soit entendu. Mais ne pas lâcher l'affaire, en fait. Et j'en suis la première experte. En tant que parent. Oh oui, ça c'est sûr, il faut pas lâcher, et puis finalement ça peut bien se terminer, quoi. Donc voilà. Mais par contre c'est un parcours du combattant, mais il faut pas. Moi j'ai pas été aidée, mais je pense que s'il y avait un conseil que je donnerais, c'est aussi aller chercher les dispositifs qui existent pour se faire aider. D'accord. Voilà, ils existent. Hein. Ils existent. En tout cas, pour aider les aidants. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça, il ne faut pas hésiter à les utiliser, au moins solliciter, parce qu'on passe par des phases quand même qui sont très, très, très difficiles, quoi. Et ça marque. Bien sûr. Ça marque. Bien sûr. Une vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après cet entretien avec Bertrande, j'ai eu la chance de rencontrer Hugo. C'était un samedi matin, d'après le marché, au bout d'une ligne de métro. On s'est installé dans un bistrot pour discuter de son récent diagnostic et de ses projets. Je vous laisse l'écouter. Hugo, oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais actuellement? 1997 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 24. 24? Ok. Bon, je me présente, je m'appelle Hugo, j'habite dans le quartier de Vèze, et j'ai 24 ans, et je suis usager dans le milieu protégé de l'ESAT à Lyon, vers Porte de Lyon, précisément. D'accord. Je crois que tu as reçu un diagnostic d'autisme il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de recevoir ce diagnostic d'autisme? Au début, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que concrètement,
c'était une partie de moi, un peu refoulée, il faut dire ce qui est, mais c'est une partie qui était toujours été en moi. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais comme on m'a suggéré de faire ce test, c'était de la curiosité à la base. Et finalement, ça a expliqué tout. Je veux dire, tous mes absences, entre guillemets, de l'esprit. Et tous mes envies d'isolement. Mais aussi de mes capacités intellectuelles, le genre de trucs. Enfin bref, quoi. Les confirmations d'être autisme, quoi. Ça m'a aussi bien plus poussé de savoir plus de moi, en fait. D'accord, tu as compris un petit peu plus comment tu fonctionnais. C'est ça. C'est comme découvrir l'autre moitié qui se trouve en moi, quoi. C'est comme si trouver la moitié de la statue que tu avais déjà pour compléter. D'accord. En somme. Tu as l'impression d'être maintenant un peu plus complet qu'avant. Bah disons que oui et non. Oui, c'était compliqué pour pas savoir expliquer aux autres, mais sinon ça m'a bien aidé. Mais disons que ça m'a eu des conséquences assez fâcheuses sur ma vie, quoi. Cette incompréhension de mon handicap. D'accord. Et du coup, pendant quasiment 23 ans, c'était quelque chose qui n'était pas du tout reconnu et qui n'était pas connu ni de toi, ni de ta famille, ni des spécialistes avec qui tu travaillais. Ben oui, et encore, cette histoire d'autisme, c'était pas la première chose que ma mère, du côté de mon père, je veux dire, ma grand-mère, voilà. Ma grand-mère avait caché à mon père, quoi. Parce que vu qu'elle vivait dans une époque très gardée sur le secret, vu qu'elle était très portée avec les bonnes sœurs, ça a eu des conséquences fâcheuses sur ma vie, mais aussi sur celle de ma sœur. Parce qu'elle était épileptique. Et ma grand-mère ne l'a jamais dit. D'accord. Et qu'est-ce que ça aurait changé du coup Beaucoup de choses. Parce que ça m'aurait pas mis dans une école merdique, désolé pour le langage, mais assez merdique, qui m'a traumatisé au point que j'ai des goûts satiriques en termes d'humour ou même en termes de pop culture, en fait. Mais que j'en veux pas personnellement, ça m'a forgé mon caractère. Mais du coup, je comprends pas en quoi c'est lié à l'autisme, le secret de... Parce que ma grand-mère a toujours été très portée sur la foi. Elle a cru que c'était une punition divine ou une connerie dans le genre. Ah, le fait que tu sois comme ça? Non, qu'elle soit comme ça, qu'elle gardait le secret ou une connerie dans le genre, en fait. En fait, c'est pas très clair, on va dire, sur ce sujet. Mais disons que du côté de mon père, le culte du secret, je l'ai bien conservé. Je comprends. Mais disons que vu que j'ai fait, on va dire grâce à ce bilan, ça a mis au clair beaucoup de choses, quoi. Ah, ça a eu des répercussions aussi au sein des relations dans la famille. Oui, c'est ça. Ah oui, donc plus que toi, pour toi, il y a eu des effets sur ta sœur, sur ta maman, ton papa? De ce mal-là, mon père se sentait plus touché parce qu'il se sentait vraiment plus concerné parce qu'il a peur qu'il a transmis encore plus de mauvaises choses, quoi. Du genre, oh merde, je m'en veux à mort d'avoir transmis à mes enfants des choses assez compliquées, douloureux. Ouais, ce genre de trucs, quoi. Et est-ce que tu as, du coup, depuis le diagnostic, rencontré d'autres personnes autistes? Je suis pas sûr, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Oui. Parce qu'entre ça et mes nombreux problèmes au travail, que j'ai mis les choses au clair aussi, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je crois qu'il y en a un, déjà de base, qui est autiste à mon lieu de travail. D'accord. Mais il est plutôt parmi les aspects de comment ça s'appelle déjà? Les aspects de l'autisme, voilà. Comment ça s'appelle déjà avec les couleurs? Couleurs? Oui, vous savez, les prismes, voilà. Ah oui, voilà, le spectre. Parmi le spectre de l'autisme, je crois que lui, il est vraiment le plus touché, quoi. D'accord. Mais je suis pas sûr pour le coup, mais le problème, c'est que ça m'a permis de mieux me connaître, c'est vrai, mais toute ma famille est sur le point de le faire, en fait, de faire ce test. Ça permettra, en quelque sorte, je pense surtout que mon frère et ma soeur ont fait ça pour se sentir un peu plus proche de moi ou être vraiment plus solidaire. Oui, et puis parce qu'il y a aussi peut-être des composantes génétiques et qu'on peut le retrouver dans les membres de ta famille aussi.
Mais de toute façon, qu'ils l'ont pas, je veux dire que si ma soeur et mon frère ne l'ont pas, ça ne changera rien parce qu'on est solidaires. Oui, apparemment, vous vous entendez très bien. C'est ce que disait Bertrand, il y a une très bonne solidarité entre frères et sœurs. Ça, oui, ça c'est bien notre mère C'est qui nous... fantastique. Ça c'est bien notre mère qui nous l'a transmis. Hein. C'est vrai. Vous êtes 3 Ouais, c'est ça. Un grand frère C'est ça. et la sœur, La petite. la petite, ok, que tu vas visiter bientôt Oui, c'est ça. en Canada. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour toi maintenant être autiste? Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis quelque part positivement? Ben, concrètement, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose parce que techniquement, c'est des capacités que j'avais depuis toujours et que j'ai toujours acceptées. Et d'un autre côté, c'est positif dans le sens où ils vont enfin entendre mon lieu de travail et que ça va enfin un peu bouger. Parce que me faire bouffer par le stress H24, par peur de rater un truc, par peur des conséquences, et ce genre de choses va vite changer, quoi. Il y avait une espèce d'incompréhension. Surtout ça, oui. Mes chefs d'unité sentaient que j'avais de bonnes capacités, mais qu'ils ne comprenaient pas que j'avais besoin de musique ou besoin de m'isoler de temps en temps pour que je puisse être tranquille. Là, cette année, via les 2 dernières années, avec le Covid, c'est pas un changement, il y a le nouveau chef de bâtiment est bien plus compréhensif en fait. Il est bien plus à l'écoute, ça se bouge réellement pour moi. Ça me permet concrètement, grâce à ce bilan, de mieux être entendu par les chefs d'unité. Ouais, je comprends. Encore mes collègues, ils m'ont tout juste accepté, il n'y a pas eu trop de problèmes à ce sujet. Tu leur as dit? Ben oui. Ok. Et ils étaient un peu surpris, mais, C'est vrai? mais concrètement ça change pas vraiment plus. Pour eux? Ouais. Après, c'est pas non plus évident, une fois qu'on l'a dit, de l'expliquer et de dire en quoi c'est important pour les autres aussi de comprendre tes réactions et tes besoins, par exemple, de rester isolé avec de la musique pour travailler, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes faire durant tes journées libres? Alors, les journées libres, sortir, me promener, de préférence, me lire mes bouquins, acquérir de nouveaux objets divers. Acquérir de nouveaux objets? Oui, Ah je sais pas moi, des masques uniques comme, je sais pas moi, un masque de la peste, une grande veste, de nouveaux mangas, bouquins, romans, ce genre de trucs. Ou jouer un peu à ma console. À ma console. Et qu'est-ce que je voulais dire, autre chose? Ou écouter de la musique pour me détendre en fait. D'accord, ok. Et tu arrives à rythmer ces différents moments ou c'est difficile pour toi de les rythmer? Ben, je peux pas tout faire en une journée, mais je varie quoi. D'accord, ok. Donc tu es un gros consommateur de livres, de mangas, de BD. De BD, on n'en a pas parlé. Bah, comics, BD, de tout. Ah, aussi? D'accord. De BD, j'ai même une collection de femme punk là, vous savez, des figurines à grosse tête. Non, je vois pas. Ah, dommage. Bah, en gros, c'est des figurines qui reprennent des personnages de... Si. Bien sûr, ma fille en a 15. Oui, oui. et ben j'en ai 34. Mais pas de la même série d'ailleurs. Oui. Variées. Oui. Chaque personnage peut donner lieu à une figurine. Oui, c'est ça. Oui. Bah, normalement, chaque univers a 5 à 6 personnages, en fait, non, 5 à 4 personnages dans les pop en fait. Mais j'en ai de chaque univers qui m'intéresse le plus quoi. D'accord. Et sinon, ouais. Et donc du coup, quels sont les univers qui te passionnent? Ben, le space fantasy. Oui. Le dark fantasy, le dark fantasy, le space fantasy, la fantasy aussi. Ok. Et des univers bien complexes quoi, où il y a beaucoup de nuances en fait. Où il y a plein de personnages, plein d'histoires. Des histoires variées, des factions avec leurs propres couleurs, leurs propres principes, leurs propres technologies, leurs propres idéaux, leurs propres unités on va dire, ce genre de choses. Un peu comme Star Wars avec par exemple la CIC contre les clones, ce genre de choses quoi. Des personnages qui marquent et font des nuances quoi. Et l'univers Marvel? Ben, il y en a certains qui me plaisent, certains personnages, mais pas tous parce que le cliché des super-héros, machin tout ça, ça m'intéresse pas trop. Ah d'accord. Je préfère vraiment le côté nuancé quoi. Des personnages vraiment qui sont
l'un comme dans l'autre neutre, quoi. Vraiment, ils utilisent les deux D'accord. facettes. Mais pas les super-héros de style Captain America ou Superman, Doctor non. Strange. Non. Ah, Doctor Strange, si, parce que c'est un des personnages qui me plaît le plus, parce qu'il manie le pouvoir qui m'intéresse le plus, le temps. Ah oui, Mhm. ah oui, t'es un fan d'histoire. Oui, d'histoire, mais aussi parce que j'ai toujours voulu avoir la capacité de, je sais pas moi, d'avoir le temps, en fait. Parce que il y a un vieux jeu de 2019, qui s'appelait Singularity, en écriture Ruskov, mais inversée, quoi. D'accord. On avait la capacité d'avoir un appareil qui permettait d'altérer le temps. Genre ravir l'objet par son vitesse et le rajeunir, restaurer le bâtiment à son état normal, ou le décrire pire, en fait. Ok. Vraiment toutes des facettes du pouvoir du temps, en fait, en lui-même qui m'intéresse. Par contre, j'ai jamais été fan de voyage dans le temps parce que ça fait toujours un bordel. Le voyage dans le temps. Oui. Ah oui. Non, j'étais plutôt intéressé par les pouvoirs de régénération, on va dire. Par exemple, d'un bâtiment. Du genre restaurer le bâtiment à son état d'original pour mieux comprendre les lieux, tout ça. D'accord. Et donc ça c'est ce qui te passionne Mhm. le plus dans la vie et du coup tu trouves que tu as le temps de vivre tes passions Disons que pour le coup, avec le travail. disons qu'avec le travail, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que pendant la semaine je peux pas trop, mais le week-end je me détends mieux, quoi. J'essaie vraiment de sortir le plus longtemps possible, mais j'ai vraiment ces problèmes de coups de barre et avec mes problèmes de sommeil, ça aide pas, quoi. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors avant qu'il y ait le Covid, je commençais à 8h50 à 4h50. Ok. Et le souci c'est que le temps qu'on arrive chez nous il était vers 18h, quoi. Oui. À cause des bus et tout le bordel. Mais depuis qu'il y a le Covid, et heureusement, hein, ouais, heureusement version horaire, hein, pas version maladie, hein, bah, on travaille de 8h50 à 4h20. Ok. Ça fait un sacré décalage. Et heureusement, grâce à ça, on peut accéder plus rapidement au bus. Parce qu'il y a moins de personnes qui s'entassent. Et tu parles de coups de barre. Tu es très fatigué après la journée de travail? Parce que entre le travail, bah encore ça dépend du travail, parce que ça dépend du travail, parce qu'il y a eu des problèmes avec le client, on a eu des coupages de pont littéralement hein, D'accord. avec eux, mais disons que c'est plus dans le relationnel que ça me dure le plus. Parce que m'obliger à m'adapter à selon bon, encore mes collègues, eux, ils m'ont compris comment j'étais, mais avec les chefs d'unité, si je fais un pet de travers, c'était vraiment l'enfer, quoi. Je peux pas trop déconner sans qu'ils me fassent une réflexion. Genre, Hugo, concentre-toi, sois sérieux, allez plus vite. Ouais. Et cela te stresse beaucoup. Oui, parce que si je fais un pet de travers avec eux, ils sont capables de me dire que je te mets une mise à pied ou tu rentres chez toi. Bon, je déconne un petit peu, mais disons qu'à l'époque, c'était vraiment comme ça, quoi. À peine arrivé 10 minutes en retard ou même 5 minutes à cause du bus, pas de pause. D'accord. Ok. Donc tu dois gérer aussi cette fatigue de l'après-travail pour te consacrer aux choses que tu aimes faire ensuite. C'est ça. Encore la semaine, c'est vraiment le repos à tout prix, mais le week-end, j'essaie vraiment de faire des trucs le plus possible, quoi. Des activités. Avec Bertrand et du coup des frères et sœurs, ils sont pas à Lyon, hein, c'est ça? Ils Non. sont aux quatre coins du monde? Eh ben, mon frère est au Brésil avec ma sœur là actuellement. Ok. Actuellement, mais ma sœur va retourner au Québec. D'accord. Mon frère va revenir là dans 2 semaines Ok. pour être un peu à notre côté, mais aussi à cause de l'administration qui l'a littéralement convoqué pour qu'il puisse à nouveau faire son formulaire d'acceptation du pays, tout le bordel, quoi. Ce genre de truc, quoi. D'accord. Ok. Et donc tu vas entamer ton premier long voyage bientôt. Ouais, d'ailleurs c'était un rêve que ça faisait longtemps. Parce que normalement avec Saint-Vincent-de-Paul j'aurais dû partir au Burkina Faso pour aide humanitaire. Ah d'accord. Dans Mais un groupe d'aide. Ouais, on s'est littéralement cassé le cul à nettoyer leurs locaux, à l'association. Bon, par contre après ils nous ont annoncé que l'armée impériale du pays a déclaré, a fait un coup d'état. Ça nous a bien foutu des morts d'ailleurs. Mais ensuite, ils nous ont promis qu'on allait... C'est quoi déjà la capitale d'Espagne déjà? Madrid. Voilà. Ils nous ont promis qu'après, on irait à Madrid, je veux dire, D'accord. pour compenser ces efforts. Oui. Finalement, c'est jamais fait. Pour me venger, un jour, j'ai piqué quelques bouquins pour me venger. Parce que pendant que nous, on se cassait le cul à ranger et à nettoyer, nos deux éduques étaient en train de... Non, les deux profs, ils étaient en train de discuter là-haut avec les gérants. En buvant un café et tout ça. On a été trouvé ça injuste. Qui vous fasse travailler et qu'il n'y ait pas de récompense. Ouais, surtout que les deux chefs d'unité, ils disaient que bougez-vous, quoi. Ouais.
Mais là, ça va être un grand et beau voyage. Ouais, surtout pour voir une sister. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, ça va être mon premier baptême, on va dire, intercontinental. Waouh. Waouh. Ouais, Ça va être chouette. ça va changer surtout. Ouais, pour découvrir un beau pays. C'est ce qu'on dit. Ouais, on y restons un petit peu. Est-ce qu'il y a, Hugo, quelque chose que tu aimerais dire pour que les gens qui vont entendre ce podcast entendent? Qu'est-ce que tu aimerais dire et partager? Globalement ou un sujet en particulier? Ce que tu veux. Ce que tu aimerais partager avec les gens. Personnellement, camarades, je vous conseille vraiment d'écouter ceux qui ont vraiment l'autisme. Parce que par moments, ils ont vraiment besoin d'aide. Hein. Parce que que ce soit des membres de la famille, des proches ou même des amis, il faut vraiment les aider. Parce que par moments, il y a vraiment besoin d'aide. Parce que pendant trop longtemps, on nous a mis de côté ou on nous a foutu dans des répertoires monstrueuses. Pour qu'au final, on se fasse un peu humilié et maltraité par moments. Alors soyez solidaires à tout prix, quoi. Merci Hugo. Tu considères qu'il y a eu plein de moments dans ta vie où on t'a pas assez écouté? En tout cas, de côté de mon père, je veux dire, mon père a découvert qu'il était autiste, lui aussi, et que il essaie de se rattraper, mais il s'y prend mal maintenant. Bon, par contre, il savait pas qu'il était autiste, il savait pas, je veux bien comprendre, mais même certains profs étaient odieux, quoi. Parce qu'ils comprenaient pas ce qu'on était réellement. D'accord. Qu'ils comprenaient pas que être autiste, ça signifie pas d'être paria toute sa vie, quoi. Ou même d'être le bouc émissaire pour se défouler, pour se sentir bien dans leur putain d'existence. Bien sûr. Bien sûr. Bon, j'espère que ton message sera entendu. En tout cas, je te remercie beaucoup, Hugo, d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis, je te dis à très bientôt. Ce n'était pas grand-chose. Si ça permet d'aider d'autres personnes d'autisme à se faire entendre, ça me dérange vraiment pas du tout. On va en fait essayer de faire entendre ces paroles-là à d'autres personnes autistes, mais aussi à des professionnels de santé ou à n'importe qui. Voilà, donc il y aura des tas de gens de types différents qui vont entendre ça. Il n'y a pas de problème, que ce message se porte par-delà des siècles. Merci Hugo. De rien. Voilà, cet épisode dédié à la trajectoire d'Hugo terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Hugo et Bertrande pour leur confiance. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Cet épisode a été écrit et monté par Aude Long, Pascal Bélan-Capenel, Loubna Berthier, Céline Jacob-Gromètre, Alejandra Vaquet-Carbonel, Sandrine Mardy-Rossian, Romain Tabonne et Florian Todorov. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Réalisation, Jorik Gouache.